on envisage votre création, Claude Vigée, je crois que, évidemment, il y a d'abord les essais critiques ou les essais, la réflexion. Il y a ce que vous appelez vos judants, qui sont une forme assez spécifique pour vous de création littéraire, et puis il y a les poèmes. Et je me suis rendu compte en passant en revue les titres que dans les essais, vos titres mettaient en valeur à la fois une certaine dialectique, une dichotomie entre le bien, le mal, la terre, l'espace, l'enracinement, la libération, l'essence, la création spirituelle, etc. Avec toujours le « et », qui est le « et » de jonction, alors que souvent dans la dialectique on dit... Et de disjonction, les deux, n'est-ce pas? Le « et » sépare et réunit. C'est le verbe conversif au fond. Je crois que je suis hanté dans mon inconscient par la grammaire juive fondamentale, la grammaire du temps juif, qui en même temps sépare et réunit, qui projette dans le passé et en même temps annonce l'avenir, puisque le vav, quand on le vav conversif, c'est un passé qui devient un futur, ou un futur qui devient un passé. Ça, c'est devant les verbes, mais là, c'est devant des noms. Devant les noms, mais il y a un jeu de ce genre-là qui se passe même dans les substantifs. Il y a évidemment, par exemple, dans un texte comme Le parfum et la cendre, qui est un recueil d'entretien, eh bien, il y a évidemment la griserie de la vie qui se donne, qui se projette en avant, et puis il y a déjà la perte, le deuil, la mémoire, la cendre, tout ce qui est déjà brûlé, fini. Alors le parfum et la cendre, c'est en même temps, c'est pas, le mouvement de la vie qui se ferait qui bondit en avant, c'est déjà le bilan, c'est déjà la perte. Moi j'ai pensé aussi au sacrifice, parce que dans la Bible on parle du parfum qui monte vers Dieu. Dans ce cas-là, oui, cendre, il s'agissait d'Isaac, de la cendre d'Isaac. Alors, en d'autres termes, ces titres, je me rends compte en effet, un certain nombre de mes livres, ce n'était pas voulu ça, mais au bout du compte, un certain nombre de livres jouent leur titre et aussi leur contenu jouent sur une alternance et sur une opposition. Vous voyez, j'ai même été jusqu'à remarquer que dans la deuxième partie du titre, il y avait toujours une majuscule dans ces cas-là. Vous avez un et deux majuscules, donc c'est vraiment deux univers unis par cette jonction qui n'est pas en dépit d'eux, mais... qui les fait graviter, au fond. Il y a une sorte de pivot autour duquel les contraires gravitent et essayent de se rejoindre dans un monde où il y a tout de même conflit et où les opposés ne s'unissent jamais, car nous ne vivons pas dans le monde de l'unité, nous vivons dans le rêve de l'unité. En attendant, c'est le conflit et la recherche, la quête, le et. Le et, c'est aussi une attente du Messie, si vous voulez. Ce vav, c'est le crochet, c'est l'espoir. Tant qu'on a un et devant soi, il y a un moment à venir, donc un espoir, une possibilité de vie. Et c'est drôle parce que ce sont vos essais, c'est-à-dire votre réflexion ou sur l'art, ou sur la création, ou sur le monde, avec même une réflexion sur la politique dans laquelle nous sommes, bon gré mal gré, entraînés. Là il faut toujours... Donc il y a l'échappatoire du « et ». Grâce à ce « et », à ce « vav », « ve » en hébreu, quelque chose de nouveau peut paraître. Au fond, « chadesh yameinu kekedem » est inclus dans le « vav », dans le « et ». C'est grâce à ce « et » que nous ne sommes pas entièrement pétrifiés dans l'éternel, dans l'immobile. Toute la civilisation occidentale, elle est là-dedans. Hein. La civilisation occidentale, elle ne joue pas sur le « et ». Elle est ou bien, ou bien. Tandis que pour moi, c'est toujours la tentative et aussi la tentation de quelque chose d'autre, de nouveau, où on surmonterait les divisions fatales, les solitudes fatales. Vous parliez de grammaire juive. Est-ce qu'il y a plus qu'une grammaire juive, puisque dans vos derniers livres, on arrive à une réflexion même sur la Kabbale? Oui. La grammaire juive, c'est justement la réflexion sur la Kabbale. Car qu'est-ce que la Kabbale, sinon ça? C'est la méditation sur les lettres et le rapport entre les lettres. Et je crois qu'en lisant les textes des sages, en méditant là-dessus, eh bien, on entre dans l'univers de ce qui devient, de ce qui est comme un embryon perpétuel.
on échappe à la mort absolue. Ça, Je me demande c'est si le sens profond de tout ça n'est pas une lutte avec la mort. Pas contre la mort, mais avec la mort. Comme la lutte de Jacob. On retrouve un thème qui chez moi vient de l'adolescence, un thème archétypique, la lutte de Jacob avec l'ange. Il ne lutte pas seulement contre cet ange, ça c'est le Zohar qui le dit, il lutte avec lui dans une étreinte, dit le Zohar, très étonnant, dans une étreinte où lui-même joue son va-tout et assure un avenir, mais dans l'agonie, dans la crainte. Tout ça n'est jamais donné, c'est conquis de haute lutte, et le « et » représente cela. C'est drôle parce que dans vos poèmes, au contraire, les titres, si vraiment les titres sont significatifs, bien sûr qu'ils le sont. Les titres n'ont pas cette structure. En général, au contraire, je me suis rendu compte qu'ils traduisent l'idée d'un feu qui couve et qui perce à la fin. Oui, parce que dans l'instant du poème, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans un de mes livres qui s'appelle L'extase et l'errance, qui est une sorte déjà ancien, il y a 10 ans, c'est une sorte d'art poétique que j'avais écrit à l'époque, une réflexion sur les rapports entre la prose et la poésie, soi-disant. En réalité, je ne fais pas du tout cette distinction. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de nouveau le « et », n'est-ce pas? Et chez moi, effectivement, j'ai senti depuis ma jeunesse, et je sens encore que le moment de la poésie, le moment du poème plus exactement, ou du noyau poétique dans une prose, comme ces noyaux de calcite qui flambent à l'intérieur de la montagne de Jérusalem, ces noyaux de miel ou de feu, eh bien, le moment poétique, donc, c'est celui d'un absolu. Or, un absolu dans le monde tellement relatif et tellement changeant où nous vivons, c'est évidemment une chose qui échappe tout le temps. Mais nous avons tout de même, par la poésie, par la musique, par la création de l'art, des échappées sur l'absolu, des montées, des extases. Alors là, la dialectique cesse. Parce que dans le moment même, soit bienheureux, soit tragique, ou les deux en même temps, du poème, ou de la musique, ou de l'œuvre sculptée, enfin de tout ce que j'appelle poème, n'est-ce pas? Tout ce qui est poésis pour moi, là, il n'y a plus le « et ». Là, un moment d'accomplissement est réalisé. Mais c'est un moment. Et tout de suite, l'errance reprend. L'extase et l'errance. L'errance qui est pour moi comme le fleuve du temps dans la prose, mais à travers ce mouvement de perte, à travers ce long vagabondage, reviendront les moments d'extase, reviendront les montées. Mais ce qui me frappe, c'est et les poèmes. C'est pas tellement le mouvement ou l'extase. Dans les poèmes, c'est vraiment, il y a l'image de l'obscurité, du sombre. Sous la forme du feu. Et puis, au contraire, c'est vaincu par la flamme. Alors, cette flamme qui est en même temps mouvement et immobilité, car la flamme, elle danse sur place. Et là, nous voyons le rapport entre la danse, le mime et d'autres arts qui donnent de cette danse une image définitive, où on trouve qui n'est pas du tout mon art, c'est la sculpture ou l'architecture. Mais dont vous parlez dans votre dont je parle un petit peu. Et moi, j'étais toujours beaucoup plus séduit parlant d'art qui ne sont pas les miens, justement, qui sont de l'autre côté, hein, l'autre pôle, plutôt la sculpture et l'architecture que la peinture. Parce que là, je vois la flamme chez un grand sculpteur, un grand architecte, qui crée un monde entier, dans l'espace immobile. Pour un moment, celui-là, ce sculpteur-là, cet architecte-là, il a réussi à transformer la flamme de l'intériorité en matière immobile. Il a donné un visage intérieur à ce qui est pure extériorité. C'est un art formidable qui n'est pas du tout le mien, d'où mon intérêt. Mais le poète, lui, ne fait pas cela vraiment. Il essaye de le faire. Et au moment où j'écris un poème plutôt qu'une prose, c'est le moment où les mots, pour moi, prennent brièvement cette qualité plastique, cette espèce d'immobilité, mais dansante, dans le temps, mais comme un temps comme médusé, un temps comme arrêté dans sa propre spirale. Ça, c'est le poème. Mais il n'a pas besoin de la conjonction, celui-là.
J'ai presque envie de vous demander si vous travaillez comme un sculpteur. Je crois que J'aimerais bien être sculpteur. Non, mais quand vous écrivez des poèmes, est-ce qu'il y a ce jaillissement de la matière brute qui ensuite débarrasse les scories pour avoir la... Si j'avais des brouillons de poèmes, enfin de mon tout récent, que je vous donnerais, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a une espèce d'éruption, jaillissement d'une matière première battante, pulsante, de mots, déjà de mots, et du contenu de ces mots, et des images, bien sûr. Mais tout ceci demande ce que je leur demande, est-ce que ça tient? Est-ce que ces mots-là tiennent ensemble, comme un sculpteur, n'est-ce pas? Comme j'imagine que fait un sculpteur, parce que j'ai vu travailler un sculpteur il y a quelques années, mais il doit aussi se demander, est-ce que cette masse de glaise, de terre glaise, que je suis en train de tripoter, de trafiquer, est-ce qu'elle tient? Est-ce que ça tient ensemble? Eh bien, moi, je fais la même chose avec les mots dans le poème. C'est une question que je me pose beaucoup moins et de façon très différente quand j'écris en prose. Car là, je ne tiens pas tellement à ce qu'elle tienne, la prose, je tiens à ce qu'elle continue, à ce qu'elle flue, à ce qu'elle ait un afflux et un reflux dans le temps, qu'elle s'en aille de moi, cette prose. Par exemple, je travaille en ce moment de façon très très intensive à cet énorme récit qui s'appelle Le panier de houblon. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle m'emporte, cette prose, et qu'elle emporte le lecteur. Mais quand je fais un poème, je ne veux pas qu'il emporte. Je veux qu'il fasse monter au 7e ciel le lecteur, et me fasse moi-même monter au 7e ciel. Dans les quelques strophes ou les quelques battements du poème, battements des mots du poème. Alors là, pour revenir à votre question, évidemment, dans le poème, la dialectique cesse, car ce sont des moments arrachés à l'alternance. Et ce sont des moments d'extase, des moments heureux ou tragiques, ou les deux en même temps, mais qui sont au-delà. Comme ils sont au-delà, ils ne sont déjà plus de notre monde, par conséquent, ils échappent aussi, mais ils échappent vers le haut. Et je sais très bien, par expérience de toute une vie, et aussi comme auditeur de musique, je sais très bien de musique à laquelle je suis sensible, je sais très bien que l'explosion ou l'éruption lyrique, musicale, poétique, ne peut déboucher que sur le retour au flot de la prose et au mouvement existentiel obscur, pénible, cette espèce de forage, comme je le dis parfois, comme les mineurs de fond dans les mines de charbon qui forent à travers les strates de minerais de charbon ou de minerais de fer ou de métal dans la terre. Ah, ça, c'est le travail du prosateur. Mais il y a des moments heureux. Même s'ils sont tragiques, ils sont heureux. Vos proses sont toujours mêlées de poèmes parce que... Ce sont des pépites. Voilà. Ce sont des noyaux que j'y trouve, mais alors je les laisse au lieu de me... Parce que si je m'arrêtais là-dessus, c'est fini la prose, vous comprenez? Si jamais j'ai le malheur, ou le bonheur, parce que je fais ça tout de même, de m'arrêter, je me dis, ah, tout à coup là-dedans, dans le récit que je fais là, ou dans la méditation philosophique que je suis en train de mener, tout à coup je tombe sur un noyau pulsant comme ça, je dis, mais maintenant je ne veux plus rien savoir d'autre, je ne veux plus rien faire d'autre, je veux vivre là-dedans et m'éclater là-dedans, comme dit la jeunesse d'aujourd'hui. Mais alors c'est la fin de la prose. En fait, il n'y a pas de jugement de valeur entre la prose et la poésie, la poésie étant exaltation supérieure. Voilà, c'est ça, ce sont ces moments de visitation. Et aussi de visitation et pour moi de départ. Mais s'abîmer dans la visitation, c'est pas juif. Ah, il ne faut pas faire ça, parce que c'est l'idolâtrie. S'arrêter là-dedans. C'est ce dont Baudelaire parle de façon si belle, n'est-ce pas? Il parle du culte des images, sa primitive passion, et il s'arrête dans les images. Et de ça, moi j'ai très peur de m'arrêter dans les images, parce que ça devient tout de suite une idole, une icône. Alors, le poème, pour moi, doit m'amener de nouveau dans le flot obscur et boueux de la prose. Il ne doit pas me laisser dans une contemplation soi-disant spirituelle, hors du temps et hors de l'espace, dans l'irréel. Mais alors là... Donc le poème ou l'œuvre d'art pure nous amène dans ce moment d'irréalité, mais il ne faut surtout pas que nous nous y habilions ou que nous nous accrochions à ça, puisqu'alors là on tombe dans l'art pour l'art,
dans l'idolâtrie tout simplement, et dans la mort, dans une forme de mort. Vous savez ce que Baudelaire dit de la beauté, si la beauté n'était la mort. Mais ça m'amène au Judan. Dans d'autres et Baudelaire aussi salue la mort, il ne sait pas si la beauté c'est la mort ou la beauté. Salut, j'adore ta beauté, n'est-ce pas, mort ou qu'importe, comment dit-il? Salut, qu'importe, j'adore ta beauté. Ça, ce sont les grands pièges de l'Occident, que j'essaye d'éviter. Quand vous avez choisi le mot Judan pour définir votre forme d'écriture, est-ce que c'est plus lié à la Judée en tant que paysage ou à Juda et la Judée en tant que... Tout ça en même temps, la Judée c'est vrai, je pensais surtout à juif par rapport à romain, judéen, judan, par rapport à roman. C'est justement une forme d'écriture où on alterne et où le « et », puisqu'on revient, c'est vraiment très important, où la conjonction « et », où le vave joue à plein son rôle, de façon à ce que le lecteur, et l'auteur avant, ne se cantonne pas dans une catégorie, n'est-ce pas, formelle qui l'empêche de vivre et de respirer, et de devenir tantôt dans l'extase poétique, et tantôt, mais dans le même mouvement, du même souffle, dans ce lent et pénible et obscur frayement, forage de nuit à travers la quête. Ce qu'on appelle divrei hayamim, n'est-ce pas, en hébreu, la parole des jours. Il y a la parole des jours, et puis il y a aussi, au milieu de cette parole des jours, tout à coup, Shira, n'est-ce pas? Mais la Shira, si elle ne vient pas de la parole des jours, et si elle ne retourne pas dans la parole des jours, devient justement une image, une idolâtrie, culte baudelairien, culte malarméen, enfin, ce qu'il faut éviter, ce qui amène au silence, et au mauvais silence, au silence de mort. Parce qu'il y a un autre silence, il y a aussi un bon silence, qui est celui de l'écoute et de l'attente dans lesquels l'embryon du devenir se fait. Ce n'est pas le silence de la mort, c'est le silence de la grossesse. C'est le silence de la lune dans la tradition juive qui peu à peu... De toute façon, la communication ne peut avoir lieu que si l'un écoute pendant que l'autre parle. Voilà. Ce qui m'a frappé alors dans les titres des Judans, c'est qu'il n'y a jamais le mot ou écrit ou écriture, mais c'est toujours voix, souffle, parole, ou silence de l'écoute, donc dans le silence de l'Aleph. Et donc, à part le dernier où vous avez un sous-titre qui est écriture et révélation, je n'ai pas trouvé dans aucun de vos titres le mot écriture ou mot. C'est toujours parole ou souffle. Est-ce que là encore c'est juif? Parce que quand ça devient écriture et mot, on tombe dans l'adoration de l'idole du livre. Vous savez à quel point Mallarmé, par exemple, avait le culte du livre et toute une tradition occidentale qui m'a encore fortement marqué, moi, dans ma jeunesse. Nous sommes soi-disant le peuple du livre. Oui, et aussi lu. Alors là, n'est-ce pas? Et pourtant, n'est-ce pas, dans la tradition juive, je me suis fait expliquer ça un jour par Lévinas. Étant moi-même de famille très déjudaïsée, il y a 20 ou 30 ans, je ne savais pas grand-chose. C'est grâce à mon séjour en Israël que j'ai appris peu à peu à travers l'hébreu. Et il avait fait une leçon, rue Michel-Ange, il y a très très longtemps, prenant un des chapitres de la Torah et parlant, n'est-ce pas, des rapports aussi dans le Talmud, qu'on doit avoir avec le rouleau de la Torah, avec un Sefer Torah, qu'il ne faut pas le toucher, qu'on devient impur lorsqu'on touche de sa main directement la chose dans une perspective occidentale qui serait la plus pure, la plus sainte, la plus haute, un Sefer Torah. Mais on devient impur en le touchant. C'est-à-dire que si on le prend comme tel, comme objet de sainteté, eh bien, il est impur. Et on a une même lecture qui suit. Voilà, et le yad qui suit, c'est parce que ce qui est important, c'est le yad, le yod, le futur, le yad qui est aussi la première lettre du tétragramme, et qui est le yad Moshe, n'est-ce pas? Et qui suit, et il ne faut pas le toucher, ou alors à travers un talit ou un mantelet, parce que le plus saint et le plus haut dans ce monde, si on l'adore, si on le touche, si on en fait un objet de piété, devient impur, la plus haute impureté. Le plus saint
Alors, qu'est-ce qui n'est pas impur? Ben, c'est ce qui est écrit. Je veux dire, ce sont les mots parlés de la Torah. C'est quand on la chante, quand on fait la cantillation, ça, on a le droit de le faire, de sa propre voix. Là, il n'y a pas ça, c'est pas taref, n'est-ce pas? Chanter la Torah, la lire et la chanter, vivante, dans le temps, en d'autres termes, la lancer dans l'extase et l'errance, ça, c'est Besséder. Et la littérature, pour vous, c'est Comme un ça. peu ce processus. Voilà. Et dès qu'on touche et qu'on en fait un saint des saints, tout un salam alek de piété autour, un livre, c'est pour ça que j'aime pas parler d'écriture comme ça. Donc, en fait, si... L'écriture, c'est le tremplin de la parole. Et la parole, finalement, évidemment, faute de mieux, elle retombe dans l'écriture, qui la garde avec le chaf. Vous savez que Dieu parle de lui-même comme Ani et comme Anochi. Anochi, c'est la façon dont il se présente dans les grandes occasions, dans la Torah, avec le chaf du ktav, de l'écriture. Grâce à ce chaf, évidemment, les choses sont maintenues. Mais ça, c'est son privilège à lui, c'est pas le nôtre. Je ne vais pas parler de moi comme Anochi. Ani me suffit, dans le temps fluent. Même si j'ai mes moments d'extase avec le Ani. Le chaf, l'écriture, le kav, le ktav, c'est le privilège de la Torah elle-même. Mais ça ne nous autorise pas, nous, à l'idolâtrer. Quand vous dites nous, c'est nous hommes ou nous écrivains? Nous êtres humains, nous hommes, oui, et écrivains forcément. Encore plus, parce qu'on a tendance, tous nous avons pas tendance. Par exemple, quand j'écris un poème, pas la prose, mais quoique dans la prose il y ait ces noyaux pulsants poétiques, donc tentation d'adoration. Il y a dedans des moments, des morceaux, des fragments qui peuvent prêter au culte, au moment de révélation. Et dans le poème, proprement dit, achevé, c'est tout entier comme ça, il voudrait l'être. Il m'est très difficile de m'arracher à ça. Et je sais de quoi je parle quand je parle de tentation et d'une espèce de religion de la beauté du son et de la musique et de la poésie et de l'image du poème. Et de m'arrêter là et de cesser de vivre. D'ailleurs, quand vous parlez de la traduction de la poésie, vous parlez de ça. C'est ça. Vous laissez envahir par cette espèce de sonorité. Qui dit ça? Je crois que c'est un ami de Mallarmé qui parle de vivre. Nos domestiques, c'est... Comment s'appelle-t-il? Vous le connaissez aussi, entre mémoire, qui a dit cela. Nous laisserons ça à nos domestiques. Qui parle de vivre? Nous laisserons ça à nos domestiques. Il a un nom noble, c'est un noble de l'époque de Mallarmé. De la Tour du Pin? Non, avant, du temps de Mallarmé, il est très connu. J'ai un trou de mémoire, mais c'est lui qui disait, qui parle de... Ce n'est pas Barbé d'Orvilly, c'est un autre de cette même génération, très connu, qui parle de vivre. Nous laisserons ça à nos domestiques. Ça, c'est une parole qui n'est pas juive. C'est la mort, en fin de compte. Évidemment. Donc, l'œuvre poétique, vivre pour s'arrêter de vivre pour la poésie, c'est ça. S'arrêter de vivre pour le poème, pour l'œuvre sculptée, pour l'absolu, dans ce monde où il n'y a pas d'absolu, sauf dans le mouvement. La seule chose qui soit absolue chez les Juifs, c'est le Meshiach, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est toujours en train de venir. J'ai écrit dans un de mes livres, peut-être que le vrai nom du Meshiach devrait être quand, ou peut-être, ou alors, Az. Az Yashir Moshe. Az. Az, c'est dans le passé, ou Az, c'est demain. Et c'est ainsi que doivent jouer ensemble ce que j'appelle prose, j'appelle poésie, avec le « et ». En fait, est-ce que dans votre dernier ouvrage, vous parlez d'auteurs juifs ou de créateurs juifs, et je crois que c'est la première fois dans votre œuvre que vous consacrez un livre entier exclusivement, oui, peut-être à des auteurs juifs, parce que vous êtes un critique littéraire aussi parmi toutes vos... Et les influences majeures chez moi n'ont pas été, à part la Bible et la Massorette que j'ai apprise ici, évidemment que mes maîtres et mes formateurs n'ont pas du tout été des auteurs juifs. Il suffit d'ouvrir
mes volumes d'essais précédents, enfin sur 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que c'est? Baudelaire, Mallarmé, contre, par conséquent avec Eliot, qui est un anglais, bien sûr Goethe, Flaubert, etc. Madame de Lafayette, Camus, pour les modernes, mais il n'y a pas un juif là-dedans, parce qu'il a fallu que je me rejudaïse moi-même totalement à partir de tout ça. Enfin, vous connaissez les artistes de la fin et ses livres qui sont des réflexions sur ça. Alors est-ce que vous, qui tout à coup, aujourd'hui, écrivez, je ne sais pas si comment ça va, écrivez sur des écrivains juifs, est-ce que vous vous sentez appartenir à la littérature juive, ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de restrictif, que vous êtes juif par votre façon d'écrire, mais que pour vous, la littérature, c'est d'abord l'universel? Oui, c'est d'abord l'universel, mais l'universel juif. La littérature juive en tant que littérature juive n'a pas joué dans ma vie un grand rôle, pour les raisons que je viens de dire, formation. Mais l'être juif dans cette littérature, ça, qui est l'être universel juif, donc à partir du Tanakh et de tout ça a joué un très grand rôle dans ma vie. Est-ce que c'est votre passage en Amérique qui vous... Jacob et poésie, être juif ou poète, c'est tout un. Jacob et poésie au sens large du terme, ont le même destin. En ce sens, pour moi, toute littérature qui va du côté où je veux qu'elle aille est juive. Vous comprenez? Où vous voulez qu'elle aille? Oui, où moi je veux qu'elle aille, où je me reconnais. Celle-là est juive. Mais j'ai lu elle des va définitions. aussi contre, et alors là, ce sont mes luttes. Ce sont mes contestations. Elles peuvent être très dures, contestations, dans les artistes de la fin, par exemple. En d'autres termes, c'est une lutte d'âme juive à travers la parole universelle pour éclore, comme l'embryon nouveau, pour venir à elle-même, cette parole juive, et pour être le monde, pour devenir monde, comme il faut qu'elle le soit. Alors, j'allais vous dire, j'ai vu une définition de la littérature juive qui dit que, en fait, il est très difficile de définir ce qu'est la littérature juive. Certains le définissent par l'origine ou les thèmes. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, les écrivains juifs en général sont des gens qui sont reconnus comme des écrivains américains, mais que leurs personnages sont juifs parce qu'ils sont juifs, mais c'est en tant qu'auteurs universels que justement ils revendiquent leur identité juive. Ouais. Alors que dans la tradition française, les écrivains juifs n'ont pas été reconnus en tant qu'individus, et ils ont été obligés de devenir des écrivains régionalistes juifs. Et ceci est évidemment, c'est un grand dommage, c'est aux grandes dames de ces écrivains, et aussi, et encore plus, je ne pleure pas tellement sur eux, je pleure plutôt sur le fait que l'inspiration judaïque a été muselée comme ça. Le souffle judaïque, à travers le champ culturel français, a été étouffé. Essentiellement par hostilité d'un côté et par manque peut-être de profondeur de l'autre, de notre côté. Si bien qu'ils sont devenus, comme vous le dites, des écrivains régionaux juifs. Or, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'être le monde pour chaque écrivain, pour chaque artiste, chaque créateur, qu'il soit peintre, sculpteur, homme de théâtre, mime, danseur, c'est l'homme entier. C'est Adam et Ève en entier qui doivent surgir. Et se laisser comme ça enfermer dans une espèce de ghetto, c'est dommage, pas seulement pour ceux qui sont enfermés dans le ghetto, mais c'est dommage pour la flamme, pour le souffle de créativité qui veut le monde entier. En fait, ça n'est pas une question que vous vous êtes posée dans votre... Non, je ne me suis pas posé cette question parce que c'est complètement hors de question pour moi. C'est-à-dire c'est tellement évident que vous écrivez des judans parce que vous êtes juif, mais c'est une façon d'être homme universel. Absolument. Et j'irai encore plus loin. C'est seulement de cette façon qu'on peut être vraiment un homme universel. Et si on repose la question maintenant au niveau israélien, parce que vous vivez 6 mois ici, 6 mois en Europe. Oui, voilà. J'ai d'abord vécu jusqu'à ma retraite, combien voilà. Attendez, 24 ans, ici 11 mois par an.
Hein. Maintenant, depuis que je suis en vieux bonhomme à la retraite, nous passons en effet 5-6 mois en Europe. À cause de mes livres. Oui. Voilà. Parce que je n'écris qu'en français. C'est une question de vie et de mort pour moi, surtout à un certain âge. Si on n'est pas présent, si on ne fournit pas la marchandise, si on n'est pas là, si on n'écrit pas, si on ne se montre pas un peu, si on n'est pas un peu à la radio, à la télé, dans la presse, c'est l'enterrement, pas de première, de 6e classe. C'est comme ça. Et est-ce que vous vous considérez, bien que publiant en France et en français, comme un écrivain israélien? Non, je ne pense pas être un écrivain israélien. Parce que ce dont je parle et l'idiome dans lequel je m'exprime transcende cela. La langue, c'est le français, exclusivement. Un peu un dialecte alsacien, parce que c'est le dialecte de ma petite enfance, auquel je n'ai jamais renoncé. Ça a encore fait partie des racines et des origines. Mais je n'écris malheureusement pas l'hébreu, je suis venu ici trop tard pour ça. J'avais presque 40 ans. Il y a 33 ans bientôt que nous sommes venus ici. Et c'était trop tard pour moi, je savais trop peu l'hébreu. Bref, c'était une gageure que je n'aurais pu que perdre. Ça, j'étais assez intelligent pour ne pas me lancer dans une aventure sans issue comme ça, qui n'aurait certainement pas bénéficié à la littérature hébraïque et qui, moi, m'aurait totalement étouffé, qui m'aurait stérilisé. Alors, je n'écris qu'en français, finalement. Et ce dont je parle et la façon dont je lis, c'est évidemment la conjonction de mon expérience de juif diasporique et de juif vivant depuis un tiers de siècle en Israël. C'est le mariage de ces deux-là qui fait de moi qui je suis. Il faut garder les choses comme ça. Mais je crois qu'il je y a ne une suis, grande... je suis certainement pas un auteur israélien, parce qu'il faudrait que j'écrive en hébreu avant tout. Malheureusement, je suis loin de compte. Et puis, il faudrait que ce dont je parle soit plus circonscrit peut-être à la société israélienne. Or, ça ne l'est pas. Mais vous parlez quand même des paysages, des expériences, oui. Vous partagez les mêmes préoccupations. Toutes les guerres et toutes les joies, mais c'est à l'intérieur d'un mouvement, je sens bien, où tout le reste de ma vie est constamment brassé avec. Donc en fait, c'est par la langue que vous vous sentez étranger. Oui, ah oui, absolument. Au flot de la littérature israélienne. Absolument. Si j'étais venu ici plus jeune, ou mettons que si j'avais pas été un petit juif alsacien, recevant dans les années 20 et 30 une éducation juive pratiquement nulle là-bas, si j'avais su l'hébreu à l'âge de 10 ans, et même l'hébreu des prières, ça aurait suffi. Si j'avais eu une base, et si j'étais venu ici à 20 ans au lieu de venir à 40 ans, ben je crois que j'aurais certainement essayé de faire le saut et d'écrire en hébreu. La langue n'est pas un moyen. La langue, c'est la chose elle-même, n'est-ce pas? Comme le corps d'un être humain, d'ailleurs c'est l'enseignement juif, n'est pas une... Le corps humain, ce n'est pas un instrument, et puis à côté de ça il y aurait une âme. Le corps et l'âme personnelle, du moins un nefesh, c'est la même chose. Et la langue dans laquelle un écrivain s'exprime, et ce qu'il dit, et ce qu'il vit, c'est la même chose. Alors il ne faut pas blaguer là-dessus. L'hébreu reste pour moi, d'un côté, un univers de miracles, de merveilles que j'explore, où je découvre des choses, et de l'autre côté, un royaume interdit. Je réussis maintenant, tout de même au bout de 30 ans, à le lire et à m'exprimer un peu, et surtout à recevoir de l'hébreu une lumière formidable, des éclats, des éclairs d'intelligence et de pénétration. Mais c'est moi qui reçois, je ne maîtrise pas, vous comprenez? Je suis tout recevant, je suis mekabel, pas kabbaliste dans ce sens, mais seulement mekabel, je suis celui qui reçoit, qui est fécondé par cela, enrichi, mais alors pour en faire quelque chose, il faut alors que je le reconvertisse dans l'univers linguistique, donc spirituel, où je suis capable d'agir. Ça, c'est le français. Voilà mon destin. Malheureusement pour moi. Malheureusement, et peut-être heureusement que je n'ai pas essayé d'être trop malin. J'accepte. Alors, je vais essayer de vous poser la question encore autrement. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain français? De langue française. Français, avec mon pedigree, avec mon passé, mon présent et
Je suis un écrivain de langue française qui exprime l'homme juif, universel, y compris l'expérience israélienne dedans, n'est-ce pas, après toutes ces années, dès le début des moissons de Canaan, dans la pulpe, la chair de la langue française. C'est ça ma contribution. Vous vous sentez plus proche des écrivains français actuels ou plus familier, disons, de l'univers mental des écrivains israéliens que vous ne connaissez, que vous ne fréquentez pas? J'en connais quelques-uns ici, quelques-uns là-bas. Je vais vous faire un aveu, je me sens plutôt à part des deux. Je me rends bien compte comme ça, sans prétention, c'est le et. J'ai une vie tellement étrange, pas pour faire le malin du tout, mais parce que c'est comme ça. Je me suis fait moi-même là une œuvre d'écrivain et une vie d'écrivain, à la fois témoin, voyageur, brasseur et finalement voix d'un monde extrêmement complexe, extrêmement riche. Et c'est seulement avec cela que je m'identifie, avec rien d'autre. Vous comprenez ça? Très bien, mais vous savez que la littérature avec ça israélienne, c'est souvent ça. C'est-à-dire le déchirement entre le là-bas et l'ici. Oui. Déchirement et en même temps mariage et enrichissement et fécondation et exultation de tout ça dans les angoisses, tant que vous voulez. C'est ça qui est important. Alors moi je ne m'identifie à rien qu'à ce qui est, n'est-ce pas? À ce qui est pour moi. Chaque être humain ne peut participer à autre chose qu'à ce qu'il vit. Bien, moi, je m'identifie à ce que je vis et à ce que je fais en vivant. Et ça inclut tout ça. C'est très bien. Pour vous, il y a plutôt des familles d'auteurs que des identités géographiques nationales. Absolument. Quand vous traduisez Rilke ou T.S. Eliot, vous vous sentez plus... Il y a des choses en eux qui m'ont parlé et d'autres qui m'ont profondément indigné ou mis en fureur, n'est-ce pas? Même quand je les traduis, quand je parle d'eux, il y a des choses que je refuse après avoir traduit, parce que je voulais justement voir le suc de la chose en traduisant. Et ensuite, je vois bien ce qui est pour moi, ce qui est, et ce que je désapprouve complètement. Parce que chez Eliot, il y a pas mal de choses, j'ai écrit ça dans des études critiques extrêmement sévères à propos d'Eliot, et même chez Rilke et d'autres. En fait, vous refusez d'être classé. Absolument. Et sur le plan de l'œuvre, vous n'êtes pas seulement un poète, pas seulement un prosateur, pas seulement un critique, vous êtes tous ensemble. Oui, un être humain. Un être humain. J'essaye d'arriver, sans y arriver jamais, mais dans une espérance que je n'abandonnerai pas jusqu'à mon dernier souffle. J'essaye, jusqu'à mon dernier souffle, d'arriver... Vous refusez ce qui est réducteur. À une unité à venir, à une unité future, dans le Ehyeh. Un jour, nous serons peut-être réellement, mais c'est vers ça que je tends, et je ne tiens absolument pas à me morceler plus qu'il ne faut. Nous sommes déjà tous assez morcelés, chacun d'entre nous. Mais moi, le mouvement essentiel, c'est celui d'accepter les souffrances de tous ces morcellements et d'essayer de passer par-dessus, par l'élan même, n'est-ce pas, de la langue, de l'enthousiasme, une sorte de folie, et en même temps une lucidité, une cruauté mentale que j'ai, qui est ironie, et je peux être assez caustique quand ça m'arrange. Tout ça, ce sont des moyens pour passer par-dessus les frontières, pour ne pas m'arrêter, et pour entraîner les autres avec moi là-dedans. Car le but de tout cela, c'est d'essayer de faire une ronde, d'entraîner l'autre, les autres qui veulent au fond danser avec moi là-dedans. J'ai dit quelque part, je ne sais plus où, ironiquement, en parodiant Descartes, il disait « je pense donc je suis ». Je ne sais pas si moi je pense, alors je dirais plutôt « je danse donc je suis ». Et c'est une danse qui veut être en même temps, à certains moments, la danse du poète, n'est-ce pas, qui fait une flamme éternelle, une flamme qui durerait, toujours au conditionnel, parce qu'on n'y arrive jamais, une flamme qui durerait comme l'œuvre parfaite, et une flamme qui s'abîme dans la nuit tout de suite, et qui est emportée dans le fleuve du devenir,
ce fleuve qui nous emporte tous. En d'autres termes, poète, sculpteur, je ne sais pas, nous avons parlé de cela tantôt, et vous m'avez fait dire, Oui. vous êtes un très bien, comment on appelle ça, vous m'avez accouché d'une maïeutique, c'est ça, formidable, comme Socrate. En moi, il y a une tentation du poète qui veut être le danseur de l'instant, et la tentation du sculpteur qui voudrait être le danseur de l'éternité. Or, ça ne peut pas se faire en même temps. Donc, ça doit se faire alternativement. Et on retombe sur le « et ». C'est un peu ça. De même, j'ai été toujours fasciné, j'ai observé très souvent le mime Marceau à la télé. Je n'ai jamais vu en nature. À la télé, en France, on le voit, même encore. Il est vieux maintenant, il a mon âge. Mais quand il est grimé, fardé, il a encore une vivacité de mouvement inouïe. Alors, le mime, lui aussi, essaye, comme ça, d'arrêter, n'est-ce pas, de faire une sculpture d'un instant, mais juste d'un instant dans l'espace, comme le danseur. Le mime est le danseur, et le poète aussi, en un certain sens. Mais le poète il voudrait tout. Et être tout veut dire être un. Et créer un Adam, un être humain entier, total, avec le Aleph devant, pas juste Dam qui coule, qui fuit et qui brûle et qu'on ne voit plus, mais Adam, l'Adam avec son Aleph, qui est la pierre de fondation de tout. Et j'en ai parlé dans un de mes derniers livres. Alors, le sculpteur, le poète voudrait être donc en même temps les deux, n'est-ce pas? Tantôt sculpteur qui arrête la danse ou le mime dans l'éternité de l'espace, et il voudrait être en même temps simplement le mime et le danseur qui sculpte l'instant, et ça passe et c'est fini. Tout ça, ce sont évidemment des rêves, mais ce sont des rêves qui nous font vivre et qui nous propulsent dans l'avenir. Je crois que ça suffit. Oui, largement. C'est largement. C'est rigolo, moi, je vais faire des choses. N'abandonnez rien de son humanité. Oui, parce que... qu'aucun champ AMP de l'humain ne soit vendu, trahi, abandonné. C'est une gageure folle, c'est une ambition complètement démente, d'un certain point de vue, mais par ailleurs c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et nous savons tous que nous échouons là-dedans. Ce programme, n'est-ce pas, est irréalisable dans une vie humaine, et même dans 1000 vies humaines. Mais si nous n'essayons pas ça, nous ne sommes pas dignes de la vie humaine. Puis ça ne vaut pas le coup. En fait, c'est la meilleure façon de lutter contre tout extrémisme. Oui. Parce qu'un extrémisme, c'est quelqu'un qui choisit une position et qui condamne toutes les autres et exclut toutes les autres. Et qui se stérilise et qui idolâtrise tout de suite. Car c'est cette position qui va devenir une statue, un bon Dieu, un absolu. Et puis une idéologie. Et il va tout de suite, même si c'est un artiste, anathémiser tous les autres à cause de ça. En fait, j'ai presque envie de dire que vous avez fait votre Jérusalem dans votre tête, et que vous êtes un écrivain israélien dans votre tête plutôt que dans le sol, comme ceux qui refusent que Dieu soit là, enfermé dans un temple physique, mon et qu'il l'emporte partout. C'est ce temple à venir, n'est-ce pas? C'est le troisième temple, où la lumière et l'encens et le parfum, et l'eau et le vin, et le blé, et le houblon. Le houblon et le blé remplaceront les sacrifices humains, les sacrifices animaux. C'est ce temple qui sera, comme dit le prophète, n'est-ce pas, un lieu de prière, une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que l'humanité, dans sa totale, le potentiel entier de l'humain, finalement, pourra s'exprimer et venir là, en oblation. C'est un rêve complètement fou. Il fallait être un prophète juif d'il y a 3000 ans pour avoir une idée pareille, en fait, comme Zachari ou Isaïe. Il y a 2700 ans, c'est déjà pas mal. Mais ils ont raison, c'est ça qu'il faut espérer. C'est vers ça qu'un écrivain ou un artiste, peintre, un musicien, c'est ça, vers ça qu'on doit tendre. Si on ne tend pas vers ça, on a déjà trahi son art et son humanité. Et sa judéité.
si on ne veut pas tout dans cette unité, alors on a, au fond, on ne veut rien, on veut son petit moi, son petit ego. Et pourtant, si Jérusalem était internationalisée, ça vous gêne? Ah, c'est pas de ça. On parle pas de la même chose. Non, parce qu'alors on risquerait de tomber dans des valeurs idolâtriques, n'est-ce pas? Moi, les autres nations... Ah, mais je pense que les autres nations comme elles sont, et les autres civilisations comme elles sont en opposition complète à tout ce que je viens de dire, malheureusement. L'européenne en particulier, d'où son goût pour l'assassinat. Et si on perdait cet Israël et ce Jérusalem que vous avez choisi? On retomberait dans une épouvantable... dans un paganisme épouvantable, et on trahirait totalement tout ce que je viens de dire. En fait, vous êtes un homme de Jérusalem, mais en tant qu'auteur... Pour le monde. Mais en tant qu'auteur, vous êtes d'abord l'homme universel. Oui, mais universel selon la révélation de l'homme comme elle vient par nous, à travers nous et pas par les autres. Par la parole biblique. Absolument. Et son interprétation ultérieure. Et même talmudique et absolument. D'où mes derniers livres. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Mes derniers livres. Je crois que pour éviter que le monde ne sombre dans une Somalie universelle, puisqu'on parle de ça, ou dans une Bosnie-Herzégovine universelle, comme c'est déjà le cas, de nouveau, ou dans un nouveau nazisme. Vous voyez? Oui, si nous ne parvenons pas, nous autres juifs, en Israël et dans la diaspora, ne parvenons pas à rejoindre notre propre parole. Vous disiez si nous, le peuple juif... Nous ne parvenons pas à rejoindre notre propre parole, oui. Pour nous et pour les autres. Nous entrons dans une période. Ça y est, vous pouvez le dire. Oui. Si nous ne parvenons pas à rejoindre notre propre parole, d'abord pour nous-mêmes et pour les autres, qui ne l'ont pas, malheureusement, après 2000 ans de christianisme, eh bien, je crois que nous-mêmes, aussi bien que les nations, nous allons entrer dans une période d'autodestruction terrifiante, n'est-ce pas? Le monde entier est en train de tourner à la Somalie universelle et à la Bosnie-Herzégovine universelle, et je ne parle pas des autres continents où chacun, n'est-ce pas, se prend pour le bourreau de l'autre. C'est Caïn qui est en train de triompher. Eh bien, nous allons entrer dans une Shoah, mais de dimension universelle, où non seulement nous, les Juifs, serons les victimes, mais l'humanité entière, elle va vers un suicide collectif. La haine prend le dessus, la fureur, le refus et le mépris de la vie sont tels que si nous ne trouvons pas notre parole, et si nous ne la diffusons pas à temps, et si nous ne trouvons pas d'écoute, eh bien, nous allons tout droit vers la fin. Et ça, c'est notre devoir d'essayer d'éviter cela, d'arrêter ce processus. De ne pas devenir nous ici comme... C'est ça. Gagnés par certaines idéologies étrangères. Ça va de soi. Qui est l'idolâtrie. Ça va de soi. Les prophètes bibliques le disaient. Ça va de soi. C'est notre propre parole que nous devons d'abord entendre. Et puis, peut-être pouvons-nous la faire entendre. Pour ça, il faut d'abord la voir et la dire. Voilà, à peu près, c'est vers cela que je tends. À ma façon, très modestement, en me rendant compte de toutes les limites. C'est un objectif, évidemment, qui dépasse toutes les capacités d'un homme. Mais si nous n'essayons pas de faire ce qui est au-delà de notre capacité, alors nous ne sommes pas des hommes. Comme le dit le Pirkei Avot, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas d'homme, toi, essaye d'être un homme. C'est ça qu'ils veulent dire, les pères. Essaye d'être un homme, ça veut dire d'être totalement un homme. Et ça, vous trouvez que le fait d'être un écrivain, c'est la meilleure façon d'être un homme? Pour moi, parce que c'est la seule façon que j'ai de dire toutes ces choses, de les pousser hors de moi. Il faudrait que vous inventiez un autre mot au lieu d'écrivain. De leur donner visage. Oui, je n'aime pas tellement l'écrivain. Parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mot. Vous réfléchissiez. C'est ça. Parce que vous avez trouvé Judan, il faut trouver un autre. Oui. Pour écrivain. Un parlant. Parlant, c'est ça. Mais c'est ce que dit. Mais voyons, dans le. Non, à cause de vous. Comment ça. Non, dans le Targum, n'est-ce pas? On interprète ce passage de la création, la seconde création d'Adam, Nefesh Chaya, pas du tout comme la traduction littérale, une âme vivante, mais un vivant qui parle. Ha-Chai Ha-Medaber. Donc Adam, c'est un Chai Ha-Medaber. Le véritable Adam.
Vigé, oui. C'est celui qui parle. Haïm El Aber, c'est Adam avec son Aleph, n'est-ce pas, qui parle. Qui est à la fois le sang et la vie et l'unité. Et l'unité du Aleph, n'est-ce pas, et l'unité fondamentale qui porte le tout de la création. Et cet Aleph, il n'est pas dans Bereshit, il est avant et après, n'est-ce pas. C'est vers lui que nous allons. Bereshit bara. C'est le bête. Oui, c'est le bête, et à la fin, il y a un lamed à la fin, je crois, Kol Israël. Alors, entre le bête et le lamed, n'est-ce pas, avant le bête, il y a un aleph, et après le dernier lamed, il y a aussi cet aleph. Et nous allons vers cela. Nous devons, voilà ce que c'est que d'être serviteur, c'est cela, servir tout cela. Or, nous en sommes loin dans le monde où nous vivons, alors il faut se mobiliser pour ça, se donner à ça. Et si ça paraît extravagant, tant mieux. C'est notre rôle. Oui. Rien. Allez-y. Et en septembre, les grandes charrettes en clair-voie, tirées par les chevaux, ramenaient dans la petite ville des charretées entières de houblon, encore accrochées aux lianes, puisque c'est une liane qui grimpe à des perches de 10 mètres de haut. Et alors, les paysans avec des gros râteaux descendent les lianes, et c'est le cône du houblon, la fleur du houblon qu'on appelle, enfin, le cône du houblon qui sert pour à la la bière. bière. Oui. C'est là-dedans qu'il y a cette substance qui donne l'odeur de la bière, oui, c'est ça. Donc, une fois que le houblon est descendu des houblonnières dans les champs, alors on l'amène en ville, et puis on l'amenait, tout ça. Et les femmes, les enfants, les vieux, tous ceux qui sont disponibles, étaient assis sur des escabeaux, sur des cageots de poules, tout ce qu'on trouvait le long des trottoirs dans la petite ville, et on mettait le houblon en liane, en tige, en masse comme ça, et chacun, les volontaires, recevait un grand panier en osier, un grand panier comme ça, et il fallait prendre les lianes et cueillir. Séparer le bon grain de l'ivraie. Il fallait cueillir le cône, la fleur, et remplir les paniers et jeter les lianes qui ensuite seraient brûlées, comme qui sont des tiges. Et on recevait 2,50 francs par panier de houblon. C'était un travail qui durait des heures et des heures. Hein. Et on était là chantant, les hommes, peu d'hommes, des vieux, des femmes et des enfants surtout, étaient installés sur les trottoirs tout le long de la route, dans la petite ville, en plein jour. Et ça durait 2-3 jours, comme ça toute la ville sentait le houblon naturellement, et on cueillait le houblon, et on remplissait les paniers. Et le titre, c'est le début du livre. Et c'est le départ de la mémoire. Décrit cela, c'est le début du livre, ça. Et ce panier, il faut le remplir, c'est toute une vie. C'est la symbolique, n'est-ce pas, du houblon pour remplir ces grands paniers, puis ça sentait bon. Puis on n'arrivait jamais au bout, tellement il y en a. C'est un énorme travail de remplir un panier haut comme ça, de houblon, que les brasseurs achetaient pour faire la bière ensuite. Et ce sont ces paniers de houblon qui symbolisent dans le livre tout le contenu de l'existence finalement. Il s'agit de cueillir tout ça, de mettre tout ça ensemble. Et jamais j'arrivais au bout. Le soir tombé, il y avait encore toujours la moitié du panier qui était vide. C'était ça. Alors, dans mon livre, je dis quoi? Alors, à la fin du livre, puisque le livre est entièrement écrit, j'ai là les 200 dernières pages, enfin. Alors, à 16 ans, cette fois-ci, donc bien plus tard, nous quittons, Michel, ma mère et moi, sur le wagon, sur le camion de déménagement, le Sotrapo, comme on l'appelait. Avec nos meubles et tout, on va à Strasbourg, on quitte la petite ville, mon grand-père est mort, mes parents sont séparés, nous sommes en 38, 37, et pour moi c'est l'arrêt de tout, la fin d'un monde. Et au moment où nous passons, ma mère et moi, un soir de septembre 37, par la petite ville, avec les meubles derrière, 20 balles, et nous à côté du chauffeur de camion, c'est l'époque de la cueillette du houblon, et de nouveau on voit les femmes, les enfants, les autres enfants, assis juste avant la guerre, en 37, en train de cueillir et de remplir les paniers, et moi qui pars, puis c'est fini. Le livre finit comme ça. Le livre finit comme ça.
C'est juste la période jusqu'à la fin de votre enfance alsacienne ou adolescence. Oui, mais il y a beaucoup de hashtarot vers l'avenir, la guerre, la Shoah et tout ça, de vagues qui sont inclus, et encore beaucoup plus de retours de flashback, comme on dit. Flashback jusque vers 1860. En arrière, la vie des grands-parents et des arrière-grands-parents. Tout ceci ramené des deux côtés, dans le présent. Tout ça dans le même panier de houblon. On connaît là. Ça marche évident. Et le livre finit par le départ de l'enfance et de tout ce monde. Et le soir qui tombe, et que sera l'avenir? On ne sait pas. Et c'est la fin. C'est comme ça que le livre finit, dans le manuscrit. C'est drôle, j'ai retrouvé une phrase de Manes Perber que quand il raconte comment il a quitté le shtetl pour aller à Vienne, comme il était content d'arriver dans le grand monde, et pour lui, il avait perdu. Moi j'étais malheureux comme je savais que ce serait rien de bon. C'est vrai. Vous regrettiez cette enfance? Au moment même où j'étais dans ce camion, vous le saviez. Pour aller à Strasbourg. Oui, c'était la fin de l'enfance aussi. Oui, mais lui, il était content. J'ai toujours douloureux. Lui, il était content parce qu'il disait cette enfance, il croyait plus en Dieu, il n'aimait pas le monde juif du ghetto. Il aspirait à la grande vie, et la grande ville et il dit que si les nazis n'avaient pas détruit ce shtetl, il aurait pu ne plus jamais y retourner en pensée. Tellement il voulait le fuir et l'horreur qu'il en avait. Mais à partir du moment où ça a été détruit, rayé de la carte, c'est devenu un exil. Parce qu'il n'y a plus où retourner. C'est ça, c'est un lieu intérieur d'exil. Et chez vous, c'est pas ça du tout, parce que d'abord, vous pouvez même retourner en Alsace. Oui, vous avez encore les temps. La guerre, hein. Oui. La guerre. Ça, c'est un autre sentiment. Tout à fait différent. Et les rapports n'étaient pas du tout ceux de... C'était des rapports, comme je l'ai décrit dans mon livre, c'était des rapports hauts. La dernière phrase. Je ne crois pas que ça enregistre parce qu'il faut être très près. En comparaison avec le beau manuscrit que je fais maintenant, voilà. Wow, le pauvre. Tout le reste est là-bas, il y en a un sac entier que j'ai déjà fait. Oui, c'est un travail infernal. C'est ça, c'est le sculpteur qui enlève les scories. Ça, c'est de la prose, hein, c'est pas de la poésie. Et malgré tout. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on doit travailler, Martin. Je ne crois pas tellement Alors, les derniers mots. Au jet spontanément. Parfait, c'est pas possible. Les derniers mots, les voilà. Déjà nous roulions carin à travers les ruelles de Bichulaire qu'envahissaient les premières ombres du soir d'automne. Dans mon pays natal, la cueillette du houblon était achevée depuis quelques heures à peine. Les hauts paniers d'osier blond, lavés tôt le matin avec les eaux vertes de mon enfance, baies, vidés, renversés le long des trottoirs déserts. Les paniers au milieu des amas de lianes brunies qu'on n'avait pas encore eu le temps de balayer pour en faire des grands feux de joie sur la place du Lion d'Or. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et 9 mois. Demain viendra pour moi le temps de brasser la bière amère de l'exil, en répandant sur les cônes de fleurs de houblon séchées, encore chargées de l'odeur de résine du houblon de l'année écoulée, les eaux noires empoisonnées de la guerre, de l'errance et de la mort. Pour moi, la vie étrangère s'apprête à commencer. Ailleurs, ou nulle part, me guette désormais le hasard d'une existence en morceaux, dont je ferai peut-être un destin. C'est extraordinaire. Wow, j'espère le lire bientôt. C'est beau ça. C'est somptueux. Malheureusement, vous savez à quoi je pense? En tout temps, mon destin. Mais qu'est-ce que c'est beau les dernières lignes. J'en ai encore des pages. C'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que je repense encore une fois à ce que Sperber a dit. Sa biographie, il l'a faite quand il était déjà très vieux. Et c'est là qu'il s'est mis à repenser à l'enfance. Mais j'étais en train de me dire, il y a votre panier de houblon, maintenant que je comprends mieux. Moi et aussi, puis je fais ça quand je suis vieux. Oui, et vous avez écrit comme un des premiers livres, Moisson de canard. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est. Il y a une sorte de. La moisson d'ici et la moisson d'enfance. Qui était récoltée. Alors voilà comment finit le livre. Et il commence aussi par les houblons. Mais les houblons où je participe à 8 ans. Et mon grand-père vivait encore. Mon grand-père avait été marchand de houblon, entre autres. Houblon, grain et noix. Oui. Dans la province. Celui qui est venu s'installer, celui qui disait quitter ma terre noire. Oui. Bichulaire pour lui était un grand exil déjà. 40 C'était une ville. Ben lui,
Ouais. il connaissait le houblon parce qu'il avait vendu du houblon au brasseur, acheté et vendu toute sa jeunesse. Alors, quand le houblon était prêt, je veux dire quand les cônes étaient mûrs, dans la campagne, sur ces perches, les perches C'est quelque chose qu'on élève, qu'on pousse, qu'on fait pousser, bien ça sûr, pousse pas sauvage. pas du Les tout, il perches. faut beaucoup de Ouais. soins et Oui, je me rappelle du d'apprentissage et de travaillage et tout ça. Ce sont des perches de 10 Un mètres peu comme de des haut. tomates. Ah bon? Oui, Ah oui, mais avec des c'est fils de énorme, fer. énorme. C'est des vraies forêts de houblon. Ah bon, je Artificielles. connais pas du tout, oui. Oui. Alors, au moment Ce sont des plantes grimpantes. qui grimpantes, sont- des oui, lianes, mais autour d'un- dont les un peu comme des fleurs, lisons. dont les fleurs sont Le houblon, c'est des ça. cônes Très haut, ça monte qui très sont haut. bons, là. oui, qui est très joli, vert, hein, c'est une fleur verte, pas une fleur colorée, verte avec des petites sépales, comme on les appelle, et dessous il y a cette poussière Le pollen. qui est le pollen du houblon, avec quoi on fait la bière. Alors, il sortait pour inspecter le houblon. J'ai appuyé, mais à mon avis, ça n'enregistre pas, mais ça fait rien. Je verrai bien. Il était déjà à la retraite, il était vieux, il avait 70 ans passés, mon grand-père. Léopold. Oui, mais il allait tout de même... Je connais la famille, oui, j'ai allait- une bonne note. Il allait tout de même dans les champs pour inspecter que serait le houblon de l'année prochaine. Il y a bière, il était un grand buveur de bière. Alors, Il y a des Par- crues, on sent que. sur Ah le bon? bien sûr. Ouais. Alors, il sortait, comme d'autres vieux juifs de son espèce, pour aller inspecter le houblon C'est pas de vrai. la saison sur l'arbre, sur la liane. Alors, il en prenait, et puis il cueillait encore, quand c'était encore pas descendu, hein, que c'était encore dans le champ, Oui. il en cueillait avec le bras quelques cônes et il les ouvrait délicatement entre les doigts, ces vieux doigts de vieillard de 75-16 ans. Il faisait Sortir le pollen. bailler comme ça. Ouais. Non, les feuilles, les petites feuilles. Et ensuite, il les mettait au nez et il respirait profondément. Il aspirait le goût de la fleur pour voir quel serait le goût de la bière de l'an prochain. C'est pas possible. Et alors, Et vous il l'accompagnez? Oui, bien sûr. Et alors, il jugeait si la prochaine cuvée de bière serait bonne ou mauvaise, selon la qualité du houblon, n'est-ce pas, qui varie d'année en année. Bon, voilà, je décris aussi ça. Comment le grand-père inspectait, puis d'avance, il jouissait déjà de la bière à venir, hein, en humant ce houblon tout frais. C'est Il buvait déjà ses chocs de bière Quel futures. dommage qu'à Bnei-Brak, les Juifs aient perdu ce sens comme ça de Alors tout ça c'est Hein? le Le premier. temps de la nature. la Alors, nature, de la vie, de la Là, création, du Francine, travail. ça c'est de- dans le premier chapitre du livre. Celui qui est déjà remis en. C'est terminé. c'est le début, quoi, c'est le début. C'est comment on fait pour... La fin de ce livre. Les dernières pages, c'est. Oh, c'est extra. Bah. C'est beau. Il fallait finir. Ah ouais, mais c'est beau, ça va être beau.